C'est un feu vert imminent des Américains. Ces prochaines heures, un verrou va peut-être sauter pour les Ukrainiens, celui d'aller pouvoir frapper directement le territoire russe avec des armes longue portée. Mais pourquoi faire? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec nos spécialistes. Solène Rioux, journaliste internationale LCI, Marc Semo, journaliste spécialisé dans les questions internationales, Ulrich Bouna, chercheur associé chez Open Diplomacy, analyste géopolitique Europe centrale, et Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défense. Je vous montre d'abord ce qu'a dit le ministre ukrainien de la Défense, Umerov. Les aérodromes qu'ils utilisent, les Russes, pour frapper nos villes, sont à portée de frappe en profondeur. On s'intéresse aussi à ce que dit l'ISW, l'Institut américain qui étudie cette guerre en Ukraine. Au moins 250 objets militaires et paramilitaires et 16 bases aériennes en Russie sont à portée des missiles Atacams que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine. Alors, je vais embarquer avec moi Didier François, si vous le voulez bien, parce qu'on va tout comprendre grâce à nos cartes. Regardez. On a tout préparé ensemble. Alors, allez, prenez vos petits papiers, vous en faites pas. Évidemment, on va en Ukraine. Donc d'abord les Atacams, dont la portée peut atteindre jusqu'à 300 km. On est bien d'accord que ce n'est pas pour aller frapper Moscou ou les villes russes. Non, mais parce que si on entend trop la télévision russe, on peut avoir des doutes. Oui. Non, ça irait pas assez loin, d'autant que rappelez-vous que quand même... quelle que soit l'arme, enfin particulièrement les armes, l'Atacams, ça tire depuis le sol. Et donc évidemment, vous n'allez pas le mettre tout de suite sur la ligne de front, parce que sinon il va se faire détruire. Donc en général, la règle pour tout ce qui est artillerie, c'est vous enlevez un tiers de la portée, qui est le tiers de sécurité, entre guillemets. Alors après, on peut jouer. C'est-à-dire que si on fait des... Mais on peut le rapprocher, tirer et repartir. Mais voilà, à la louche, quand on dit 300 km, c'est rarement... Oui, on ne le met pas sur la ligne de front. Voilà. Mais oui, ça vous donne... en fait, ce sont des armes qui servent essentiellement à aller détruire... alors, ça peut détruire effectivement des hommes ou des équipements, mais ce sont des armes qui sont utilisées plutôt pour taper, plutôt que le muscle, pour taper le système nerveux du commandement sur un front. Donc si vous tapez typiquement un centre de commandement, vous allez paralyser d'un certain point de vue la manœuvre, parce que c'est lui qui va coordonner l'action des drones, des chars, de l'infanterie, etc. Donc en détruisant, c'est comme le système nerveux, vous donnez un petit coup sur le cerveau, d'un seul coup, ça fonctionne moins bien. Donc c'est ça l'idée en fait, et c'est dans cette zone qui est la zone de combat, la profondeur de la ligne de front, de pouvoir aller frapper dans les arrières les cibles à valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que c'est ces cibles? C'est les centres de commandement? Voilà, c'est ça, les centres de commandement. Les aérodromes? Les dépôts, alors oui, s'il y en a, 300 km c'est rare, mais c'est possible. Les dépôts de munitions, les concentrations de carburant, les nœuds ferroviaires, parce que par exemple la logistique russe travaille beaucoup avec le rail. Voilà, c'est des tas de choses comme ça qui font que, voilà, et évidemment, rappelez-vous, surtout dans cette zone-là, Kharkiv soumis, Solène vous le dira 200 fois mieux que moi. Oui, mais, elle y était beaucoup dans cette région-là. Mais vous êtes sur la frontière russe. D'accord ? Donc les Russes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils massaient leurs troupes à la frontière, ils mettaient tout ce qu'ils avaient derrière pour taper sur les villes et comme ils savaient qu'on ne pouvait pas leur taper dessus, c'était chabit, entre guillemets. Donc là, l'idée, c'est quand même de leur dire, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester derrière votre frontière tout protégé à rien faire. Et voilà, donc c'est quand même important de ce point de vue-là. Donc là, c'est pour les Atacams. Maintenant, si on regarde les James, on connaît moins, qui ne sont pas encore sur le terrain. Eux, ils ont une plus grande portée, parce qu'en fait... Alors, ils ont en fait 2 fois plus grande portée, dans la mesure où d'abord il y a la portée de l'arme, donc en fonction du système. Donc celui qui est disons le moins long, il est autour des 350 km, et celui qui est le plus long est autour des 900. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va être fourni, puisque la décision n'est pas encore prise. Je pense qu'on sera plutôt dans l'option basse, qui est le fameux A. Mais c'est plutôt ce qui se situe là, derrière les pointillés. Alors, là, c'est là que c'est important de comprendre qu'on est vraiment plutôt dans le ciblage que dans la distance, et qu'il faut avoir confiance dans le partenaire à qui on le livre, parce que ça c'est la portée du missile. Mais comme nous l'a expliqué Marc Chassillon, le missile il va être mis sous un avion, donc rajoutez à ça la portée de l'avion.
Alors bon, mais est-ce que les Ukrainiens oseront faire voler leurs avions au-dessus du territoire russe? Excellente question, c'est la même chose. Il y aura une marge de sécurité, donc il y a deux choses, évidemment, il y a le plein, ça c'est comme quand on part en voiture, mais bon, ils savent faire. Et la deuxième chose, c'est la défense aérienne ennemie. Sachant quand même que, regardez, ils ont déjà mené des opérations avec des drones assez loin, donc ils savent le faire. Donc ils ont ce savoir-faire qui leur permet de déchiffrer, de pénétrer la défense aérienne russe. Donc ils pourraient être joueurs, et avec en fait un F-16 plus une bombe planante guidée, enfin de type Scalp, américaine, de fait, ça pourrait toucher Moscou. Donc il faut bien qu'il y ait une confiance dans la cible qui va être choisie entre le partenaire qui va l'utiliser et le partenaire, l'allié qui va livrer l'arme, pour que... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de devoir se construire quelque chose à long terme qui permet justement de travailler véritablement, c'est ce que dit Blinken, de faire évoluer les réflexions sur le ciblage. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, vous avez choisi deux exemples pour qu'on comprenne ce qui peut être ciblé directement. Alors d'abord, dans la région de Kalouga, à Chaïkovka, là où il y a notamment cette base aérienne, est-ce que ça, par exemple, ça peut être une bonne cible? Alors voilà, on est sur. Alors c'est de l'exemple pris au hasard, c'est pas. Mais c'est pour qu'on comprenne bien. C'est pas de la planification, mais pour être pédagogue. Là, pourquoi c'est voilà, vous voyez bien que... Alors là, on est en limite un peu haute, hein, mais avec un avion, puisqu'on est à plus de 400 km, donc on est plutôt dans la limite haute de ce qui peut être fait. Mais là, typiquement, voilà, une patrouille d'avions armés de ce type de missile peut parfaitement jouer une frappe importante sur un aérodrome qui est celui du 52e régiment de bombardement lourd de la Garde, qui est équipé en fait de Tupolev 22, qui sont des bombardiers stratégiques, qui ont été utilisés à plusieurs reprises sur des villes ukrainiennes pour aller tirer, pour le coup, des missiles de croisière russes. Donc là, typiquement, cette base a déjà été attaquée par les Ukrainiens à plusieurs reprises avec des drones. Mais avec donc le drone, il emporte des petites charges, etc. Là, c'est un missile qui est extrêmement précis. Hein, il a 2 mètres de précision, ce qu'on appelle le CP. Donc, vous voyez bien que là, typiquement, vous êtes sur une cible politiquement légitime, puisque c'est de là que viennent les attaques contre des civils ukrainiens. Elle est militaire, elle aurait des effets parce qu'elle obligerait les Russes à reporter, etc., voilà, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, typiquement, ça, c'est une cible qui pourrait potentiellement être choisie. Et c'est sur lesquels voilà, il y aurait des effets intéressants. Merci beaucoup. Et il y en a une deuxième. Il y avait un autre exemple, mais je ne sais pas s'il est prêt et si on l'a préparé. On avait préparé, oui, on me dit là. C'était le port d'Azov. C'est justement là où il y a les bateaux tant protégés de Vladimir Poutine qui ont quitté la baie de Sébastopol. Vous voyez bien que la bataille qui avait été menée grâce au Scalp français et au Storm Shadow britannique a obligé les Russes à quitter le port de Sébastopol où la flotte, l'essentiel de sa flotte de la mer Noire était établi, et qui leur permettait de contrôler tout le secteur nord-ouest de la mer Noire. Ils sont aujourd'hui réfugiés ici. Voilà, parce que ici maintenant ils sont à portée justement des Storm Shadow. Et vous comprenez bien que apporter ces capacités ici mettrait le reste de la flotte de la mer Noire sous menace, ainsi qu'un certain nombre d'industries pétrolières. Mais là, pour le coup, on aurait le reste de la flotte de la mer Noire qui serait coincé dans la mer d'Azov. Et là aussi, ça pourrait avoir un effet stratégique. Donc là, on serait typiquement sur un type de cible légitime qui pourrait être évidemment traité par ce type de matériel. Merci beaucoup Didier François. Je pense que c'est très clair. Solène Rioux, quand vous voyez ces exemples pris par Didier François, est-ce que pour vous, ça pourrait changer beaucoup de choses pour les soldats ukrainiens que vous avez beaucoup côtoyés sur le terrain? Alors ce ne sera pas le grand tournant stratégique qu'on espère. On ne parle pas de game changer. Non, ce ne sera pas un game changer, comme beaucoup de choses de toute façon depuis le début. Ce que je regrette, c'est qu'on a toujours un temps de retard. Ce que disait tout à l'heure, les Russes ont planifié jusqu'à 2027-2028. Nous, on a l'impression qu'on est toujours en train de courir en sprint derrière et à chaque fois d'amener aux Ukrainiens ce qui va leur permettre de rééquilibrer le rapport de force. Mais à force de rééquilibrer, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils parviennent à prendre l'avantage déjà pour pouvoir arriver à la table des négociations en ayant justement peut-être cette mainmise aussi, en ayant cet avantage et en
essayant tout du moins de faire plier en face Vladimir Poutine. Encore faut-il que lui s'assoie à la table. Mais enfin bon, non, ce sera pas un game changer. C'est vrai que les soldats, en revanche, attendent ça beaucoup sur le front. Je dis bien les soldats, hein, parce que eux souffrent beaucoup, ils sont très agacés, énervés par toutes les tergiversations occidentales. En revanche, souvent on nous demande que pensent les Ukrainiens. En fait, les Ukrainiens, ils en pensent rien parce qu'ils suivent pas très précisément toutes ces avancées, toutes les armes qui sont envoyées par les Occidentaux. C'est drôle, on ira poser la question à Hélène. J'aimerais bien savoir si elle a réussi à obtenir quelque chose des habitants de Lviv. Notre envoyée spéciale est là-bas, donc elle va nous le dire. Nous, on n'est pas au courant. Nous, ce qu'on attend, c'est des faits. Ce sont les faits sur le terrain. C'est de voir si on reprend du terrain, c'est de voir si on en perd. Et surtout, ce qu'on constate, ce sont les cercueils qui reviennent. Et quand on dit, telle arme va être envoyée par les Occidentaux, ce que nous disent les Ukrainiens lambda, ça ne les touche pas franchement, en fait. Ulrich Bouna, quand on voit tous ces exemples, justement, on le disait, ça ne va pas forcément changer le cours de la guerre. En revanche, ça inverse quand même le rapport de force. Ça montre quand même que les Ukrainiens peuvent aller encore plus loin. Et puis, c'est ce que Didier François le disait, c'est aller frapper directement à la source, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et pour le coup, ça a vraiment du sens. Après, je pense que comme ça a été dit, c'est pas un game changer dans le sens où les Russes l'anticipent. On donnait l'exemple, par exemple, de la base d'Azov. Les Russes sont en train, par exemple, pour protéger leur flotte de frappes en profondeur, ils sont en train de construire une base navale, en fait, en Abkhazie, en fait. Donc, une zone séparatiste géorgienne reconnue par Moscou et uniquement par Moscou. Donc, il y a toujours, en fait, cette volonté, effectivement, des Russes d'anticiper. Il est probable que, pareil, pour les bases, les aérodromes, effectivement, ils soient obligés de déplacer leurs avions pour éviter qu'ils soient atteints. Donc, ça va avoir un impact dans le sens où ça va forcer les Russes à repenser leur système, même en termes de logistique. Ça va forcer à déporter plus loin, donc c'est toujours plus compliqué quand c'est beaucoup plus loin du front. C'est plus compliqué d'amener des avions, d'amener du carburant, des hommes, etc. quand vos points de concentration sont beaucoup plus loin. Et puis ça permet aux Ukrainiens de le voir venir aussi. En tout cas plus facilement. Mais par contre, effectivement, ce ne sera pas un game changer dans le sens où demain, tous les bombardiers russes ne vont pas être tapés par des missiles longue distance ukrainiens et la flotte ne va pas disparaître. Mais par contre, effectivement, ça va poser des nouveaux problèmes à la Russie qui va être obligée de s'adapter un petit peu comme ça avait été le cas avec les HIMARS, où ils ont été obligés de se mettre au-delà de la portée des HIMARS. Là, ils vont être obligés de refaire à peu près la même chose et donc ça va donner un peu de respiration à l'Ukraine en tout cas. Oui, ça met de la pression sur les Russes. Non, mais surtout, il y a la décision elle-même, avec toute sa portée symbolique, toute sa portée politique, toute sa portée d'un engagement américain. On avait beaucoup critiqué Biden, il a toujours été reculon. Rappelez-vous, au tout début, on parlait de casques et de gilets pare-balles et d'armes défensives. Le chemin qui a été parcouru depuis est immense, mais voilà, il y a cette preuve d'engagement, et ça... Au-delà effectivement, ça va pas totalement, ça va pas bouleverser la donne sur le terrain, mais bon, ça va encore un peu plus déjà accentuer le retrait des Russes en mer Noire. Hein. Déjà, un tiers de la flotte russe en mer Noire a été détruite. De plus en plus, la mer Noire devient un lac potentiellement otanien ou pro-ukrainien. Mais voilà, il y a cet engagement de Washington. Oui, on retrouve Hélène Bonnet qui est à Lviv, en Ukraine. On le sait, pouvoir frapper directement le territoire russe avec des armes longue portée, c'est ce que réclamait Volodymyr Zelensky depuis des mois. Ça y est, il est tout proche d'obtenir cette autorisation. Hélène, comment est-ce que cette nouvelle est accueillie par les Ukrainiens ? Eh bien, à chaque fois qu'on aborde le sujet avec des militaires ukrainiens, ils nous disent leur incompréhension et parfois aussi leur agacement face aux tergiversations occidentales. Ils nous expliquent qu'ils ne veulent absolument pas se servir de ces armes à longue portée pour frapper Moscou, pour atteindre des civils, mais bien pour viser des dépôts d'armement, des cibles militaires, notamment des bases aériennes, celles d'où décolle l'aviation russe qui frappe des bombes planantes sur les positions ukrainiennes sur la ligne de front, et ça fait toujours beaucoup de dégâts. Il y a aussi la question des infrastructures énergétiques qui sont régulièrement visées par des missiles. Les grandes villes également. On se souvient la semaine dernière de cette attaque d'une académie militaire à Poltava qui a fait plus d'une 50aine de morts et plus de 200 blessés. Donc il y a cette colère, cette attente des Ukrainiens pour pouvoir enfin se défendre. C'est comme ça qu'ils le voient. Cette demande, elle est relayée bien sûr par le monde politique, à commencer par Volodymyr Zelensky. Et c'est pour ça que cette visite d'Antony Blinken aujourd'hui à Kiev, eh bien, elle est très attendue et que les Ukrainiens espèrent qu'elle débouchera sur un accord.
Merci beaucoup Hélène Bonnet et Gabriel Aurillon depuis l'Ukraine. Solène Rioux, vous étiez il y a encore quelques semaines en Ukraine sur le terrain. C'est quoi le principal problème sur place ? C'est ce que mentionnait rapidement Hélène Bonnet. En effet, ce sont les bombes planantes qui sont envoyées par les Russes, mais par dizaines, par milliers. Volodymyr Zelensky avait donné un chiffre à la fin du mois d'août. Il avait dit que 33 000 bombes planantes avaient été envoyées par les Russes. Je vois Didier François c'est considérable pour vérifier. Là, en fait, ils ont, c'est ça, on considère qu'ils ont un stock de 100 000 anciennes bombes et ils sont capables une capacité de production de 12 000 kits planants par an. Donc mais ils ont des bombes lisses, parfois ils leur ajoutent même un kit, littéralement des ailes, en fait, pour faire très grossièrement. C'est des petits kits, en fait. Et ça leur permet de frapper. Et c'est vrai que juste avant, on avait beaucoup travaillé avec Gabriel Aurillon, qui est aussi avec Hélène Bonnet sur le terrain et qui lui aussi est beaucoup en Ukraine, au niveau d'Avdiivka, avant que la ville tombe. Et c'était en fait pilonné par les bombes planantes. Et les soldats nous disaient, mais on peut même pas créer de ligne de défense. On n'a même pas de fortification, on n'a même pas de tranchées, parce que de toute façon, tout se fait pilonner au fur et à mesure. Et c'est aussi ce qui explique qu'après, on va pas revenir dessus, mais après la chute d'Avdiivka, il y a eu une percée quand même d'une trentaine de kilomètres très rapide, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu ces fortifications créées, parce que aussi, il y a eu retard, etc., mais aussi à cause de ces bombes planantes qui, en fait, sont un véritable fléau. Le mot est trop petit, sans doute, sur le front. Mais en fait, c'est tout le temps, c'est partout. Nous, on l'a vécu aussi en reportage. Quand ça arrive, vous n'avez plus qu'à vous planquer et à espérer que ça ne s'atteindra pas à l'endroit où vous êtes, parce qu'en plus, ça, entre guillemets, pardon pour le terme, ça défonce tout sur son passage. C'est quand on parle quand même de bombes qui peuvent faire 1 tonne 5. Jusqu'à 3. Jusqu'à 3 avec les nouvelles qui viennent de sortir. Mais effectivement, donc on est sur quelque chose qui coûte pas très cher pour les Russes. Ils en ont énormément, donc ils peuvent en envoyer quasiment autant qu'ils veulent avec leurs avions. Et effectivement, ça dévaste complètement toutes les positions ukrainiennes. Mais en fait, il faut comprendre, parce qu'on parle beaucoup de la tactique, de Koursk, de Pokrovsk, pourquoi les Russes avancent, gna. En fait, les Ukrainiens ont été, il y a 6 mois, il y a 1 an qu'on cherche la parade pour dire on travaille avec eux à trouver la parade à ces bombes planantes. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment trouvé, ce qui explique pourquoi le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a décidé de lâcher l'affaire et d'arrêter ce massacre, parce que les pertes c'était énorme côté russe certes, mais côté ukrainien aussi, sur les lignes de front dans le Donbass. Ce qui explique pourquoi il y a une recherche aujourd'hui à dégager une partie des troupes qui sont là-bas, à retrouver de l'espace de manœuvre, à ne pas renvoyer systématiquement des jeunes formés sur les lignes de front. Honnêtement, ça sert à rien de perdre énormément de gens. Bon, évidemment, il ne faut pas tout lâcher. Donc, mais une des raisons pour laquelle aujourd'hui l'armée ukrainienne change de tactique et qu'on a du mal à le lire, c'est en partie pour contrer cette affaire-là. Et juste, mais très, très rapidement, c'est tellement dévastateur, mais à un point où c'était envoyé directement sur les lignes de front et les soldats ukrainiens nous disaient, mais les Russes l'envoyaient pile sur la ligne de front pour que ça nous touche nous, mais aussi les soldats russes. Donc il y avait des pertes des deux côtés. Ça, on avait trouvé ça quand même incroyable, même si on sait que certes ils sont envoyés comme de la chair à canon, mais là on trouvait ça quand même dingue que soit envoyé ces bombes donc d'une puissance considérable à la fois sur les soldats ukrainiens, mais sur les soldats russes, c'est pas grave. Allez.